Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis 1948, les États-Unis sont le principal et incontournable soutien de l'État d'Israël. Quelles sont pour Washington les conditions et les conséquences de cette indéfectible alliance? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 25 juillet 2024, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été ovationné à une dizaine de reprises par les membres du Congrès américain. Une soixantaine d'entre eux appartenant au Parti démocrate étaient absents, contestant la politique suivie par le Premier ministre israélien à Gaza. Même si l'administration de Joe Biden a fermement appuyé le gouvernement israélien depuis le 7 octobre 2023, les soutiens les plus inconditionnels de Tel Aviv se trouvent au sein du Parti républicain. Sous sa présidence, Donald Trump s'était efforcé de normaliser les relations des pays arabes avec Israël, tout en remettant en cause l'accord sur le nucléaire iranien. En matière de politique étrangère, la future administration américaine, quelle qu'elle soit, devra une nouvelle fois assumer le soutien traditionnel et inconditionnel à Israël, malgré ses propres difficultés économiques, l'échec militaire en Ukraine et la perte du prestige moral qu'impliquent ces bouleversements sur la scène internationale. Depuis le 7 octobre 2023, l'administration démocrate de Joe Biden soutient Israël. Dès le début, le président américain a apporté son soutien à Benjamin Netanyahou. Je suis venu en Israël avec un seul message. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Tant que les États-Unis tiennent, et nous tiendrons toujours, nous ne vous laisserons jamais seuls. Le 7 octobre, fête sacrée pour les Juifs, est devenu le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste. Ce jour a fait remonter à la surface le souvenir douloureux et les cicatrices laissées par un millénaire d'antisémitisme et de génocide du peuple juif. Depuis des décennies, nous assurons la supériorité militaire qualitative d'Israël. Plus tard cette semaine, je demanderai au Congrès américain d'accorder un paquet d'aides sans précédent destiné à la défense d'Israël. Nous maintiendrons l'approvisionnement complet du dôme de fer afin qu'il continue d'assurer la défense du ciel israélien et à sauver des vies israéliennes. Nous avons déplacé des moyens militaires américains dans la région, dont le porte-avions USS Ford dans la Méditerranée orientale et l'USS Eisenhower qui est en route, pour contenir une agression future contre Israël et empêcher ce conflit de se propager. Ce soutien s'est traduit par des livraisons massives d'armement. En mars 2024, le Washington Post dressait un inventaire et constatait que l'administration américaine était le plus souvent passée en force en invoquant une situation d'urgence. Les États-Unis inondent Israël d'armes malgré les inquiétudes croissantes suscitées par la conduite de la guerre. C'est un nombre extraordinaire de ventes en assez peu de temps, ce qui suggère vraiment que la campagne israélienne ne serait pas durable sans un tel niveau de soutien américain, estime Jeremy Konyndyk, ancien haut responsable sous l'administration Biden et président actuel de Refugees International. Cette aide rencontre une certaine opposition chez les élus démocrates, notamment celle de Bernie Sanders, le candidat à la primaire concurrent de Joe Biden en 2016. Après avoir voté contre le paquet d'aide à Israël, le sénateur du Vermont n'a pas hésité à qualifier Benjamin Netanyahou de criminel de guerre. Demain sera une journée particulière. En effet, le Premier ministre Netanyahou doit s'adresser aux deux chambres du Congrès des États-Unis. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'Amérique qu'un criminel de guerre a cet honneur. Franchement, cette invitation est une honte et nous le regretterons. Il est absolument irresponsable de fermer les yeux sur l'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire contemporaine, surtout quand on sait que cette catastrophe a été aidée et soutenue par les dollars et les armes du contribuable américain. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement israélien, puisque ce sont nos armes et notre argent. Madame le Président, soyons clairs, soyons même très clairs sur ce qui se passe à Gaza.
Depuis le début de la guerre, sur une population de 2,2 millions d'habitants, on compte au moins 39 000 tués et 89 000 blessés, dont 60% de femmes, d'enfants et de vieillards. L'aide militaire à Israël est un véritable problème pour le Parti démocrate américain car une large partie de son électorat soutient la cause palestinienne, notamment au sein des universités américaines, où le mouvement a pris de l'ampleur. Mobilisation pro-Palestine. Comment la fièvre des campus a gagné toute l'Amérique. Le mouvement parti de l'université Columbia s'est répandu comme une traînée de poudre. En moins de 2 semaines, des camps pro-Palestine se sont installés sur plus de 80 campus américains. Prise en tenaille entre la volonté de protéger la liberté de manifester, d'assurer la sécurité des étudiants juifs et de punir les dérives antisémites, certaines universités commencent à durcir leurs réponses avec près de 1000 manifestants déjà arrêtés. Ce mouvement rappelle par sa radicalité le militantisme contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60 et au début des années 70, ou plus récemment, le mouvement anticapitaliste Occupy Wall Street de 2011. Kamala Harris, consciente de ce décalage entre l'électorat et les élites du Parti démocrate, a précisé sa position le 25 juillet 2024 lors de la visite du Premier ministre israélien. Je viens d'avoir un entretien ouvert et constructif avec le Premier ministre Netanyahou. Je lui ai indiqué que je veillerai toujours à ce qu'Israël puisse se défendre, y compris face à l'Iran et aux milices qu'il soutient, telles que le Hamas et le Hezbollah. J'ai également exprimé lors de cette rencontre ma profonde préoccupation à propos de l'ampleur que revêt la souffrance humaine à Gaza et notamment la mort de beaucoup trop de civils innocents. J'ai signalé aussi d'une manière claire ma forte inquiétude au sujet de la situation humanitaire désastreuse dans la zone, plus de 2 millions de personnes faisant face à une insécurité alimentaire accrue et un demi-million de personnes à un niveau catastrophique d'insécurité alimentaire aiguë. Ce qui se passe à Gaza depuis ces 9 derniers mois est dévastateur. En disent long les images d'enfants morts et la population affamée, désespérée, fuyant vers la sécurité et amenée parfois à se déplacer 2, 3, 4 fois. Nous ne pouvons pas détourner le regard de ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être sourds à la souffrance et je ne me tairai pas. Cette position reprend finalement celle de Joe Biden. Soutien à Tel Aviv contre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Condamnation du 7 octobre, mais aussi de la disproportion de la riposte israélienne. Pour rassurer sa communauté, Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, lui-même d'origine juive, a pris position devant le Conseil démocratique juif d'Amérique. Joe Biden et Kamala Harris n'ont eu de cesse de m'encourager pour que nous ayons une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme. Je serai donc clair. Kamala Harris se tient et continuera de se tenir aux côtés d'Israël pour sa sécurité en tant qu'État juif et démocratique, tout en veillant toujours à ce qu'Israël puisse se défendre. Un point, c'est tout. Le soutien à Israël contre l'Iran est désormais au cœur de la politique suivie par les démocrates. Pourtant, l'accord sur le nucléaire signé à Vienne le 14 juillet 2015 avait été un des rares succès de politique étrangère de l'administration Obama. Il fut le fruit d'une entente du groupe 5+1 comprenant la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne avec l'Iran. Que contient l'accord sur le nucléaire iranien? Le but est de rendre quasiment impossible la possibilité pour l'Iran de fabriquer une bombe atomique, tout en assurant à Téhéran, qui dément toute visée militaire, le droit de développer une filière nucléaire civile. L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2016, ouvrant la voie à une levée partielle des sanctions internationales contre l'Iran. Cet accord n'a pas survécu à l'arrivée de Donald Trump qui, convaincu par Benjamin Netanyahou, a considéré que le texte comportait de graves lacunes. Le 8 mai 2018, le retrait est devenu officiel.
Je souhaite aujourd'hui informer le monde de nos efforts pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le régime iranien est le premier parrain du terrorisme. Il exporte des missiles dangereux, alimente les conflits dans tout le Moyen-Orient et appuie les proxys et les milices des terroristes qui sont le Hezbollah, le Hamas, les talibans et Al-Qaïda. En conséquence, j'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je signerai un document présidentiel visant à reprendre les sanctions nucléaires contre le régime iranien. Pour autant, la politique de Donald Trump vis-à-vis d'Israël ne s'est pas limitée à la rupture de cet accord avec l'Iran. L'ancien président américain s'est efforcé de normaliser les relations de l'ensemble des pays arabes avec Israël, en commençant par les Émirats arabes unis et le Maroc. Une normalisation concrétisée par des accords signés en septembre et décembre 2020 à Washington, devant la Maison-Blanche. Israël. Qu'est-ce que les accords d'Abraham ? Le 15 septembre 2020, les accords d'Abraham sont signés à Washington par les représentants des pays concernés et le président américain Donald Trump. Les textes prévoient la normalisation des rapports entre Israël et ces deux pays ainsi que la mise en œuvre de relations diplomatiques. Des accords de normalisation avec le Maroc et le Soudan ont suivi en décembre 2020 et janvier 2021. Il est cependant apparu rapidement que la partie israélienne n'avait pas renoncé définitivement à la colonisation des territoires palestiniens. Israël et les Émirats arabes unis conviennent de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord qualifié d'historique par Trump. Mais un peu plus tard, jeudi, Netanyahou a déclaré que les plans d'annexion d'Israël étaient temporairement suspendus. Le premier conseiller de Trump, son gendre Jared Kushner, n'a pas voulu expliquer ce que signifiait le terme « temporairement ». Quelque part entre une longue période et une courte période, a déclaré M. Kushner que le président avait chargé de résoudre le conflit israélo-palestinien lorsqu'un journaliste lui a posé la question à la Maison-Blanche. La quasi-totalité du Parti républicain a apporté son soutien à Israël et le candidat Donald Trump a d'ailleurs reproché à son opposante Kamala Harris de ne pas aimer Israël. Le fait est que j'ai fait beaucoup plus pour Israël que n'importe quel autre président. Les efforts ne sont pas du tout comparables. Par les accords historiques d'Abraham, nous avons su instaurer la paix au Moyen-Orient. Malheureusement, ils n'y ont ajouté aucun pays, mais nous le ferons. En revanche, Kamala Harris a donné un coup de poignard dans le dos d'Israël au moment où celui-ci avait le plus besoin de soutien. Il y a 2 jours, elle a refusé d'assister au discours du Premier ministre israélien au sein du Congrès. Elle a fait « Oh, je ne peux pas y aller. Il n'y a qu'un petit groupe de gens, mais elle ne peut pas le faire car de base, elle n'aime pas les Juifs. Elle n'aime pas Israël. » C'est comme ça. Et ça le sera toujours. Elle n'évoluera pas. Ensemble, avec Joe Biden, elle déversait des milliards de dollars sur l'Iran et le Hamas pour financer leur campagne de terreur. La nomination de James Davis Vance comme candidat à la vice-présidence a accentué le tropisme pro-israélien du candidat Trump. Vance reproche à l'administration Biden de ne pas en faire assez. Tout d'abord, c'est une politique profondément incohérente. D'une part, ils disent « trop de civils palestiniens ont été tués », d'autre part, ils privent les Israéliens d'armes à guidage de précision qui diminue effectivement le nombre de victimes civiles. Bien qu'il n'existe aucun traité d'alliance entre Israël et les États-Unis, le lien entre les deux nations est extrêmement fort et transcende les partis. Il remonte au début de la création de l'État hébreu. Contrairement à l'acceptation commune, les États-Unis ne sont pas le premier pays à avoir soutenu la création de l'État d'Israël, un rôle assumé par l'URSS. Staline espérait pouvoir compter sur un nouvel allié au Proche-Orient contre l'Angleterre et Moscou a été la première puissance à reconnaître de jure l'État hébreu.
En septembre 1948, Golda Meir, premier ambassadeur d'Israël en URSS, fut accueilli triomphalement à Moscou avant de devenir Premier ministre 20 ans plus tard. Mais Tel Aviv se tourne rapidement et de plus en plus vers l'Occident pour constituer des alliances qui doivent lui permettre de résister aux États arabes et musulmans qui contestent sa légitimité. L'opération de Suez en 1956 avec l'Angleterre et la France démontre que ces deux pays européens n'ont plus la puissance nécessaire pour garantir la sécurité d'Israël. Et Washington devient alors le grand allié qui apportera désormais un soutien resté indéfectible jusqu'à aujourd'hui. L'un des principaux domaines de coopération est l'armement, notamment le développement en commun du chasseur multirôle F-35. L'avion furtif le plus avancé du monde a des composants fabriqués en Israël. Depuis longtemps, le casque que portent les pilotes de F-35 n'est pas un casque ordinaire. C'est un système HMDS personnalisé, conçu par le fabricant israélien Elbit Systems. Les ailes de l'avion, quant à elles, sont bien plus que de simples blocs de métal aérodynamique. Elles sont une concentration de technologies et de matériaux composites avancés d'une fabrication de très haute précision signée Israel Aerospace Industries. Pour encadrer cette coopération militaro-politique, l'American Zionist Committee for Public Affairs est créé en 1954. Il devient en 1963 l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, un des lobbies les plus puissants aux États-Unis. Il est très actif dans la campagne présidentielle américaine, notamment contre certains élus démocrates. Des groupes pro-israéliens des États-Unis envisagent de consacrer 100 millions de dollars pour faire taire les opinions des progressistes sur Gaza. L'AIPAC et d'autres groupes ciblent les candidats pourfendeurs de la guerre d'Israël à Gaza, mais les progressistes ne céderont pas sans combat. L'American Israel Public Affairs Committee, dit AIPAC, mise sur le fait que 100 millions de dollars suffiront pour contrer la vague de contestation progressiste à propos de la guerre d'Israël à Gaza pendant ce cycle électoral. Après avoir abondamment investi dans les élections de mi-mandat en 2022, l'AIPAC double à présent la mise dans le domaine électoral. À l'inverse, en mai 2024, le lobby pro-israélien a organisé une rencontre non officielle en Israël entre Robert O'Brien, un des principaux conseillers de Donald Trump pour les affaires étrangères, et les dirigeants israéliens. D'anciens responsables de l'administration Trump s'entretiennent avec Netanyahou en Israël. Monsieur O'Brien et d'autres anciens responsables de l'administration Trump ont rencontré plusieurs autres responsables politiques israéliens, dont le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et Benny Gantz, un membre centriste du cabinet de guerre israélien qui est de plus en plus en désaccord avec M. Netanyahou. M. Whitman, le porte-parole de l'AIPAC, a déclaré que le voyage avait été planifié il y a plusieurs mois. Washington est ainsi le grand allié d'Israël et le rôle de l'AIPAC n'est pas à prendre à la légère, même si l'élection présidentielle américaine se décidera davantage sur les enjeux de politique intérieure plutôt que sur les questions diplomatiques. Pour le Parti républicain, la position pro-israélienne semble claire. Pour le Parti démocrate, l'approche paraît plus délicate entre un électorat très sensibilisé à la cause palestinienne et la nécessité de ne pas se mettre à dos l'establishment américain. Et pour en parler, je reçois Youssef Indy, géopolitologue et écrivain, auteur de Comprendre le conflit israélo-palestinien. Bonjour Youssef Indy. Bonjour Xavier Moreau, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Que diriez-vous de des approches respectives du Parti démocrate et du Parti républicain dans leur relation avec Israël ? Alors c'est une question complexe, on peut l'aborder de façon diachronique, c'est-à-dire l'évolution de la relation entre Israël et le Parti démocrate et le Parti républicain, ou de façon synchronique, c'est-à-dire au moins depuis le 7 octobre. Bon, je vais rester sur la courte durée, sinon ça nous emmènerait trop loin. Ce que l'on constate depuis octobre dernier, depuis le génocide en cours à Gaza, c'est que l'électorat démocrate, et même au-delà de l'électorat, notamment les jeunes Américains,
sont majoritairement, d'après un sondage effectué en début d'année 2024, la majorité des jeunes Américains sont devenus pro-palestiniens, même anti-israéliens. Et le gros de ces jeunes, la majorité de ces jeunes, sont des électeurs du Parti démocrate, qui s'est, on va dire, ces dernières années, wokisé, gauchisé, et qui s'appuie sur un discours politique très ethnique en réalité, en miroir un petit peu avec la tradition américaine racialiste. Et donc les démocrates, traditionnellement pro-israéliens bien sûr, sont dans une position extrêmement délicate depuis le génocide. Mais il ne faut pas oublier l'influence du lobby pro-israélien sur le parti démocrate, tout en prenant en compte l'opposition interne dans les factions pro-israéliennes juives, et que ce soit en Israël ou aux États-Unis. Il y a une gauche américaine sioniste, bien sûr pro-israélienne, mais qui est opposée à la droite israélienne, l'extrême droite israélienne messianiste au pouvoir actuellement. C'est le cas, par exemple, de Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial, qui est lui un juif libéral, sioniste libéral de gauche, qui a financé une partie de la carrière de Netanyahou, mais qui s'est retourné contre Netanyahou à partir de 2018, notamment il a publié 2 tribunes dans le New York Times en 2018, pointant du doigt l'extrémisme du gouvernement israélien, qui s'est radicalisé encore depuis. Il met en danger, selon lui, le sionisme, mais aussi la diaspora juive. Donc, il y a un parti démocrate sioniste, mais qui s'appuie sur cette gauche juive sioniste, et en face, un parti républicain compliqué, avec une évolution qui est passé d'un néoconservatisme à un trumpisme, et un trumpisme qui, lui, se rattache plutôt à une tradition isolationniste. Et qui dit isolationnisme dit retrait des conflits proche-orientaux en faveur d'Israël. Et en 2016, pourtant, vous disiez, au moment de l'accession au pouvoir de Donald Trump, qu'un président américain ne pouvait être que sioniste. Pourquoi affirmer cela ? Parce que... pour 2 raisons. D'abord, il y a un lien religieux entre les États-Unis et Israël, c'est-à-dire ce que j'appelle le judo-protestantisme, l'alliance entre les évangéliques sionistes qui représentent 30 millions d'électeurs aux États-Unis, et les évangéliques représentent globalement 90 millions d'individus aux États-Unis. Donc il y a un substrat religieux qui lie les États-Unis et Israël, et il y a un lobby pro-israélien extrêmement puissant, et vous ne pouvez pas accéder à la Maison-Blanche sans être sioniste. C'est ce qu'explique Stephen Walt et John Mearsheimer dans leur livre « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Mais je précisais dans cet entretien dont vous parlez, en 2016, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'être sionistes, mais qu'ils mèneraient une politique de désengagement au Proche-Orient. Ma dernière question, Youssef Indy, c'est sur ce messianisme que vous évoquez. Est-ce que ça veut dire que c'est comment dirais-je, un objectif décisif dans cette alliance entre l'Amérique et Israël? C'est quoi? Quelle est la promesse de ce messianisme? Alors, bon, c'est un peu complexe, mais je vais essayer d'être synthétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sionisme, ça c'est l'objet de mes travaux, notamment mon tout premier livre, le sionisme est la forme sécularisée d'un projet messianique. Un projet messianique de restauration du peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Messie. Ce mouvement messianique s'est sécularisé au cours du 19e siècle, et ça a donné le sionisme de Theodor Herzl et de Ben Gourion. Mais ce sionisme est passé d'une forme athée au 19e, 20e siècle aujourd'hui à une forme religieuse. Et donc, on a aujourd'hui des dirigeants en gouvernement de Netanyahou avec des ministres qui sont des messianistes fanatiques qui veulent ouvertement conquérir tout ce qu'ils appellent toute la terre promise, du Nil à l'Euphrate, et hâter la venue du Messie. D'ailleurs,
du seul à le dire, puisque Ehud Barak, qui a été ministre de la Défense israélien, le premier ministre israélien, a déclaré sur LCI en avril dernier que le ministre de Netanyahou le pousse à déclencher une escalade régionale contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. Et les évangéliques américains partagent ces vues. Alors eux, ils attendent le retour du Christ, mais les sionistes messianiques attendent l'arrivée de leur propre Messie. Mais tous convergent vers l'Armageddon, c'est-à-dire la grande guerre de la fin des temps. Du point de vue des évangéliques, le Christ, quand il reviendra, eh bien, il convertira ceux des Juifs qui survivront à la Grande Guerre, puisqu'ils pensent que un tiers des Juifs seront massacrés durant cette Grande Guerre, l'Armageddon, et le reste se convertiront au christianisme quand le Christ reviendra. Donc, on a une alliance religieuse, puisque les évangéliques, en fait, ont au fond abandonné les évangiles, et ils reviennent à une vision vétérotestamentaire, comme les calvinistes dont ils sont les héritiers, et sont les porteurs d'un sionisme qui est en fait au fond totalement incompatible avec le christianisme, puisqu'on se souvient que lorsque Théodore Herzl s'est rendu auprès du pape Pie X en 1904, le pape Pie X a refusé de soutenir le projet sioniste, puisqu'il a dit « vous n'avez pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas vous reconnaître ». Donc les évangéliques sont des juifs déguisés en chrétiens, des judéo-protestants, qui accompagnent le projet sioniste messianique et qui mène le monde vers une catastrophe, puisque ça pourrait conduire à une conflagration régionale puis mondiale entre puissances nucléaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils visent, puisque l'Armageddon, c'est la grande guerre mondiale catastrophique qui hâtera la venue du Messie selon eux. Merci Youssef Indy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et écrivain, auteur de Comprendre le conflit israélo-palestinien. Maintenir une relation la plus proche possible avec les États-Unis, quel que soit le candidat élu, est un enjeu vital pour Israël. Sans ce puissant allié, la survie de l'État hébreu serait sérieusement remise en question. Mais au-delà de cette évidence, un autre défi se présente pour Tel Aviv, car la puissance de cet allié se délite de plus en plus. Une défaite militaire trop cinglante face à la Russie pourrait être le signal pour les adversaires d'Israël. C'est peut-être ce qui explique l'audace du Hamas le 7 octobre 2023 et celle des Houthis en mer Rouge. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.